Je suis né le 22 mai 1947 à Paris dans le 17e. Euh, j'ai- je suis arrivé au musée du Louvre en 1968, le 2 mai 68. Euh, un parcours assez long jusqu'à maintenant, puisque je me suis syndiqué à la CGT euh, vers le 10 mai 68 et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas quitté bien sûr, puisque je fais partie de la section des retraités. En 59, oh ben j'étais tout jeune garçon, parce que je suis né en 47. Donc en 59, j'étais encore pas dans le monde du travail, bien entendu. Mon père a été artiste peintre. Euh, il a été d'abord, il a repris l'usine de mon grand-père qui était dans l'aluminium. Et il a repris la fonderie de mon grand-père, et ça ne lui a absolument pas plu. Il a, euh, il a été et après, comme il faisait déjà de la peinture, il a été très longtemps. Il a fait les réalités nouvelles, le salon des réalités nouvelles, les indépendants et tout. Et ce qui l'a lancé, je dirais, il a travaillé avec Georges Braque. Il a travaillé sur le plafond de la salle des Étrusques au Louvre, et c'était une commande de Malraux à l'époque, qui avait demandé au le directeur du Louvre de l'époque avait demandé à Malraux d'avoir une peinture contemporaine, au plafond, et Braque avait été commandité pour ce plafond. Et il a, il cherchait un assistant parce que il commençait à être très vieux. Et c'est mon père qui a été choisi. C'est Bonnard qui a, euh, c'est Bonnard qui a dit à Braque de choisir mon père. Et évidemment, ils ont travaillé ensemble en 53 sur le plafond de la salle des Étrusques. Et Braque passait dans la grande galerie du Louvre parce qu'ils allaient travailler au fond dans les salles des Marines Médicis sur ce plafond qui était par terre évidemment, et Braque travaillait là-dessus. Et quand il passait dans la grande galerie du Louvre, Braque voyait une toile qui était très mauvaise. Il disait: mon père, pas lu. Ils n'ont pas réussi à immortaliser la peinture, ils n'ont réussi qu'à l'empailler. Voilà un petit peu les anecdotes avec Georges Braque. Mon père a connu Matisse, il a connu Bonnard, il a connu aussi euh, Nicolas de Staël, tous les grands peintres. Et vraiment, moi aussi j'ai fait un peu de peinture, j'en fais encore un petit peu maintenant, mais moins. Mais ça a été pour moi une grande, euh, une grande aventure, parce que j'ai travaillé avec, je faisais avec mon père. Mon père faisait des châssis hors mesure, et c'est moi qui l'aidais à faire ses châssis.
Et après, on tendait la toile. Il achetait de la toile et on tendait la toile et il pouvait travailler sur ces grands châssis, ces grandes toiles. Et à la fin de sa vie, il a fait des huiles sur papier. Ma sœur lui avait ramené du papier au Japon, qu'elle avait acheté au Japon. Et comme c'était un papier qui absorbait bien l'huile, mon père a travaillé là-dessus. Ça l'a beaucoup aidé. Dans le monde du travail, j'y suis arrivé euh, en, en 1963. J'ai commencé, j'ai fait de l'horticulture, j'ai fait un petit peu différents métiers. J'ai fait aussi, je faisais du vitrail, vitrail de plomb avec un plasticien. J'ai fait aussi du euh, ben, l'horticulture aussi je travaillais aussi la, la terre, la poterie. J'ai fait pas mal de petits boulots comme ça parce que je cherchais un travail et puis bon en 68 quand j'ai trouvé ce travail au Louvre quoi. Puis depuis ben, j'y suis resté, j'y ai pris racine quoi, voilà. Mais écoute, à l'époque, je cherchais du travail et j'ai j'ai eu cette opportunité parce que mon grand-père avait travaillé au musée Guimet. Et euh, on m'avait dit, ma mère m'avait dit, ben écoute, va demander au Louvre s'ils n'ont pas besoin d'emploi dans la surveillance. Et je suis rentré comme ça dans la surveillance parce qu'en plus, je cherchais vraiment du travail. J'étais au chômage, quoi. J'étais embauché comme agent de surveillance. Enfin, à l'époque, c'était même pas agent de surveillance, c'était gardien de musée. J'étais comme auxiliaire de congé. C'est-à-dire que je remplaçais les gens qui partaient en vacances. Euh, et on m'a dit par la suite que, comme j'étais jeune, j'avais 21 ans, euh, on m'a dit, bah, écoutez, maintenant on vous garde au musée du Louvre. Alors on m'a mis une casquette sur la tête, hein, et puis on m'a mis dans les salles, mais sans aucune formation. C'était vraiment là, il y avait à l'époque, il n'y avait pas de formation professionnelle, hein. Ou alors si elle existait, moi je ne la connaissais pas. Mais il s'est trouvé que le chef du personnel, ben, ils m'ont mis dans les salles comme ça, et puis bon ben évidemment les visiteurs demandaient la Joconde où était telle statue ou telle peinture, et évidemment bien difficile au départ de répondre, et puis petit à petit on on s'habitue. C'est pas facile hein, au départ. Sans formation professionnelle, c'est pas facile. Et très vite, j'ai bien compris que il fallait une activité syndicale. Cette grande lutte en mai 68, il y avait d'abord moi-même pour venir euh, au Louvre, on venait avec les camions de l'armée parce que j'étais chez ma grand-mère à Gagny. Donc on venait avec les camions de l'armée et je venais tous les jours. Euh, J'étais présent, mais bon, on était en grève,
au Louvre, tout était vraiment fermé. C'était vraiment le désert complet. Il y avait d'ailleurs les directeurs de l'époque, euh, le directeur des musées de France et le directeur du Louvre, qui était à l'époque c'était Monsieur Parrot pour la direction du Louvre et Jean Châtelain, directeur des musées de France, avec son adjoint Hubert Landais, qui était à la direction, tout à la direction des musées de France. Et il y a eu, il y a eu vraiment là, une solidarité entre la surveillance et les ouvriers professionnels. Tous les gens qui travaillaient au Louvre étaient vraiment... le Louvre était fermé tous les jours. En 68, il a été fermé vraiment tous les jours. Ça a été une longue lutte. Il y a eu les avancées qu'on a obtenues, c'était en fait, ce que les syndicats, le syndicat demandait et tout. Donc, on a bénéficié de tout ça. En plus, il y a eu en 68, c'était vraiment euh, une grève qui était très longue. Mais juin 68, c'était vraiment très très long. Ça a duré une bonne jusqu'à la fin juin. Et après, donc, on est reparti sur d'autres mouvements de grève pour la surveillance, pour les ouvriers professionnels, pour l'ensemble des personnels. C'était vraiment très, très... au Louvre, ça a été assez animé. Il y a un agent de surveillance, un responsable plus exactement, qui me dit Monsieur Palu, je ne vous conseille pas de faire grève. Oh là là, qu'est-ce qu'il ne m'avait pas dit là? J'ai donc été voir les responsables syndicaux. À l'époque, c'était Alfred Piquet qui était là. C'est lui qui m'a, en fait, fait prendre ma carte à la CGT avec un autre camarade qui était à la surveillance aussi, qui est malheureusement décédé maintenant, qui s'appelait Christian Michaud. Et là, que j'ai été voir Alfred Piquet et il m'a fait prendre ma carte à la CGT. Il dit tu vas voir. Et l'autre, ça a fait un tel scandale qu'il voulait donner sa démission. Enfin, c'était vraiment il nous a fait on serait cru dans une salle de théâtre. Je lui jette ma casquette par terre, il voulait piétiner sa casquette, je donne ma démission. Je ne vous ai jamais dit ça. Je dis, monsieur, vous m'avez dit ça, et je le dis devant le chef du personnel. Le chef du personnel à l'époque voulait me foutre à la porte. Je dis, non, monsieur, vous partirez avant moi. J'ai suivi toutes les actions au sein du syndicat dans la surveillance. Je me rappelle les 2 jours de repos par semaine. Parce que les agents, à l'époque, ils n'avaient qu'une journée par semaine, c'était le mardi. En 68, c'était ça. Euh, je, je me souviens, en 71, il y avait une grève justement pour les 2 jours de repos par semaine. Et cette grève a duré quand même très longtemps. Euh, Elle a duré, si je ne me trompe pas, 21 jours de grève. Et le directeur à l'époque des musées de France avait dit, bah tiens, comme le musée est fermé, bah on va mettre l'armée.
Comme dans les autres bâtiments, Jean Jacquelin, directeur des musées de France, avait décidé ça. Et alors on lui a dit, mais attendez, nous on est monté le voir en délégation. On lui a dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas formés pour faire de la surveillance. Il faut fermer le musée. Et nous, on a fait bloc pour que le musée soit fermé. Parce que c'était vraiment inadmissible. Les visiteurs faisaient ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient sur place. C'était vraiment l'horreur. Les gens après, les gens du service de nettoyage, ils ont eu du travail. Hein. Au Louvre, qui était exceptionnel aussi, c'est Gérard Relouza et Roselyne Charlie Nelson, évidemment. Roselyne, qui est une fille épatante, vraiment. Lors de la grève pour les 2 dimanches de repos par semaine, Gérard avait sorti une chanson et c'était en antillais. Alors ça donnait ça. Bas-moi un dimanche, 2 dimanches, Doudou, bas-moi un dimanche, 2 dimanches, au lieu de dire bas-moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut. Et alors lui, c'était bas-moi un dimanche, 2 dimanches, Doudou. Et il y avait une antillaise qui avait dit, écoutez, elle avait dit au directeur des musées de France, elle a dit à M. Landais, moi, vous comprenez, hein, il me faut 2 dimanches, parce que 2 dimanches, je veux croquer avec mon mari. Alors évidemment, Landais, devant ce charme, il n'avait pas pu. Et les agents de surveillance, au bout de 25 jours de grève, ils ont obtenu satisfaction avec cette histoire de dimanche de repos. Je te dire que Gérard, au Louvre, c'était le. Et puis il y avait aussi un autre copain du Louvre à qui de qui j'ai pas parlé, c'était Jean Bellu. Jean Bellu qui était un serrurier, il travaillait à l'atelier de serrurerie. Et Jean Bellu, il disait à Georges, ah tu comprends, moi cette grève, je la sens pas. Je la sens pas, qu'il disait. Et la grève marchait très bien, puisque les agents. Mais Jean, il était toujours pessimiste, jamais optimiste. Et malheureusement, c'est parce qu'il est devenu ce vieux militant de la CGT. On ne sait pas du tout, il y a des copains comme ça qui ont disparu, qu'on n'a plus de nouvelles, c'est bien dommage. Alors, les dates, j'ai pas grand. Il y a quelques dates que je me rappelle. C'était par exemple le statut de la surveillance aussi après que j'ai suivi parce qu'après je suis rentré chez les ouvriers professionnels et mais j'ai quand même suivi tout ce qui se passait dans la surveillance puisque j'étais responsable syndical. Pour le statut de la surveillance, nous on était parce qu'il y avait les ouvriers spécialisés de surveillance, les galons blancs, ce qu'ils appelaient à l'époque. Et les galons blancs, nous, on n'en voulait pas. On dit non, il y a les ouvriers professionnels et la surveillance, avec le statut de la surveillance, c'était totalement, pour nous, il n'y avait pas d'ambiguïté, il y avait une grande différence, il fallait que ce soit bien clair, et on a obtenu satisfaction, puisque le statut de la surveillance est sorti, et il y a eu un repyramidage. Ça, je crois. Là aussi, la CGT y a contribué vraiment très très fort, et c'est grâce à la CGT, je dois dire, que le statut de la surveillance est sorti, et ce qu'il en est maintenant. Au Louvre, j'ai travaillé de nuit.
pendant assez longtemps, donc ce qui me permettait la journée de passer mes journées à la permanence et tout, donc ça, ça aussi, ça a été une bonne affaire pour moi parce que ça me permettait de pouvoir militer dans la journée, de venir avec les copains, voir un petit peu ce qui se passait. Eh ben, on commençait le soir à 17h pour terminer le lendemain matin à 8h le matin. On travaillait une nuit sur deux. Et le service de nuit nous permettait, dans la nuit, de faire 1 à 2 rondes qui duraient 2 heures. Et on passait partout dans le Louvre, des sous-sols jusqu'au deuxième étage, partout dans les... On pointait. Il y avait une pointeuse. Et donc, à chaque fois qu'on passait, on devait pointer. Il y avait ce qu'on appelle un mouchard. Et on devait pointer, ça pointait alors qu'on passait et et ensuite on allait à l'autre poste qui se trouvait les postes étaient assez espacés. Nous, on était affectés à des postes de nuit. Il y avait des postes à côté de la Joconde. Il y en avait un peu partout dans le musée. On était c'était assez bien répartis. Et oui, il y avait même. Je peux dire qu'il y avait même. Il y a même des anecdotes sur le Louvre. Qui sont un soir du 31 décembre, un agent de surveillance met sa boîte de choucroute sur son réchaud, sans l'ouvrir. Et je vous dis pas ce qui s'est passé après. La boîte de choucroute, elle a explosé. Et on avait partout de la choucroute, partout, sur les cadres, les tableaux. Enfin, le gars, il a dû nettoyer jusqu'à 4h du matin, parce que sinon, il se serait fait engueuler. Mais le chef de service, heureusement qu'il n'est pas passé, parce que sinon, c'était un rapport. Et puis là, bon, ben, c'était conseil de discipline. C'était à côté des petits cabinets, du côté jardin, exactement. Et évidemment, ça a été assez... Nous, on est passé avec le copain pour faire notre ronde. Et au bout de la galerie d'où on allait, il y avait les parties... on avait ouvert la porte à ce moment. Landais, qui était directeur des murs, aurait entendu le bruit parce qu'il était juste à côté. Mais comme la porte était assez épaisse, il ne pouvait pas entendre le bruit de l'explosion. Puis il devait être très occupé parce que comme c'était le 31 décembre... Oui, évidemment, il y a d'autres... des collègues qui se faisaient des plaisanteries entre eux de nuit. Et il y avait un gars qui s'est mis... dans une salle où il y avait pas où il y avait sur un stèle de statues. Et quand le copain il est passé pour faire sa ronde, il lui a tapé sur l'épaule, il lui fait ça va. Comme il a tout lâché, la lampe, tout, enfin tout ce qu'il avait avec lui, il a tout lâché. Il va voir le chef de service, il lui dit il y a la statue qui parle. Alors évidemment, fou rire général. Puis après l'autre, il dit, tu vois, c'est moi qui t'ai fait la plaisanterie, quoi. Mais bon, c'était pas des plaisanteries tellement à faire, parce que les copains, ils pouvaient être cardiaques. Et
Ça arrivait assez souvent de faire des blagues comme ça, entre copains, ils se faisaient des blagues. On avait des copains qui étaient syndiqués la nuit, oui, il y en avait pas mal. Dans la majorité de l'équipe de nuit, parce qu'il y avait deux équipes de nuit. Et, comme on travaillait une nuit sur deux, il y avait deux équipes. Et il y a ce qu'il y a toujours maintenant d'ailleurs, deux équipes. Mais dans une équipe, il y avait, dans notre équipe, la majorité des copains étaient syndiqués à la CGT. J'ai connu André Franqui, qui travaillait avec moi à l'atelier d'encadrement. Et André Franqui, lui, est devenu secrétaire adjoint au syndicat avec Georges Bouradian. Ah ben, je faisais de la restauration des cadres anciens au Louvre, soit pour des expositions, ou alors pour le renouvellement des collections. À l'atelier d'encadrement, on faisait de la restauration. Quand il manquait sur des cadres, il manquait un motif, on le refaisait. Par exemple, si un tableau avait été rétréci, on mettait ce qu'on appelle une Marie-Louise tout autour pour, à la dimension du tableau, bien sûr. Et, il y avait on faisait pas de montage dessin parce qu'il y a au Louvre un atelier de montage dessin. On ne faisait pas de montage dessin, on faisait que de l'encadrement. Quelques années après, après 81, j'ai quitté mon poste à l'atelier d'encadrement et je suis parti à la direction des musées de France. Et c'est moi qui ai créé la section de la direction des musées de France. J'ai changé de travail. J'étais au service transport. Et donc je faisais la manutention et transport d'œuvres. Enfin bon. Et avec mon responsable de service, ça marchait très bien. Bon, j'avais tout ce qu'il fallait comme des dispenses syndicales. Il ne regardait pas. Du moment qu'il y avait le mandat, il était. J'étais tranquille. Jusqu'à mes dernières activités professionnelles qui se sont arrêtées au laboratoire de recherche des musées de France, où là encore j'ai créé la section du syndicat au laboratoire. Et le directeur du laboratoire m'a tout de suite demandé si je pouvais... Enfin, m'a tout de suite demandé si je voulais venir... il était d'accord pour me recevoir au laboratoire. Déjà, parce que il avait entendu parler de moi, il me connaissait, donc... et évidemment, ça l'a rassuré. Là, je suis retombé, je suis revenu dans la surveillance parce que j'ai des problèmes médicaux, donc problèmes de dos et tout. Donc il fallait que je me reclasse professionnellement et je suis retourné dans la surveillance. Dans les derniers instants, enfin, dans les derniers instants de mes activités professionnelles. Et au laboratoire, c'est moi aussi qui ai créé la section syndicale. Et d'ailleurs, j'y ai fait des adhésions. Et maintenant, il y a Antoine Zin qui m'a remplacé. Donc, il est ingénieur de recherche, donc c'est quand même
une assez grosse pointure quoi, au niveau du syndicat. Et Antoine a bien remonté aussi la section syndicale. Et les gens étaient contents de nous avoir au laboratoire, qui est une section syndicale CGT. Je crois que ça a bien accroché, parce qu'on a fait des réunions et tout ça. Et les responsables là-bas, à la direction du laboratoire, voulaient nous faire travailler, les agents, une fois au pavillon de Flore, une fois au laboratoire. Parce que le pavillon de Flore et le laboratoire, c'est le même service. Mais les agents qui étaient au pavillon de Flore, il fallait qu'ils viennent travailler au laboratoire. Et là, ce qu'ils font maintenant, moi j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas passé en commission, en CTP, en comité technique paritaire. Je dis, vous pouvez pas faire ça. Et je dis au directeur, vous pouvez pas faire ça. Ah, mais vous savez, il faut bien évoluer. Et bon, les agents, ils ont accepté. Mais moi, personnellement, j'avais dit aux agents, non, il faut pas. Il y avait certains agents, ils n'étaient pas d'accord pour le faire. Mais bon, et l'autre, il a essayé de faire passer ça en force. Pas parce que je dis là, vous. Alors le responsable de service me dit, ah ben, je vais te mettre un rapport pour non-obéissance. Je dis, c'est pas un refus d'obéissance. Ça n'a pas été voté en CTP. Il me dit, bah, je vais te mettre un rapport pour un abandon de poste. Je dis, c'est pas un abandon de poste. Ça n'a pas été accepté en CTP. Ça, alors là, il a été noyé, il a abandonné complètement la question. Je faisais partie de la CE du Louvre. Je faisais partie, j'ai fait partie aussi de la commission exécutive du syndicat plus tard, membre du bureau aussi au Louvre, enfin. Et rue des Pyramides, il n'y avait pas de local syndical. Alors comme on était plus de 50 personnes, je connaissais quand même bien le statut puisque j'avais fait partie du comité d'hygiène et de sécurité. Et je dis mais ça c'est pas légal, il y a pas de local syndical. Il nous faut un local. C'était même Jacques Salois qui en était directeur. On a eu un local syndical. Là, on a fait une assemblée des copains et tout. Et moi, j'ai demandé à ce que... euh, j'ai demandé... Enfin, je me suis présenté comme secrétaire. J'ai été élu. Ben, tout de suite, on a posé les revendications. J'ai demandé à... C'était Marc Petit qui était secrétaire... du syndicat à l'époque. Il est venu avec moi, on a été voir sa loi, puis on a posé carrément les questions qu'il fallait, parce que les travaux dans le bâtiment n'étaient pas finis, il n'y avait pas de rambarde de sécurité sur les rampes d'accès, les escaliers, et donc ben, les gens, ils auraient pu se casser la gueule comme... et ça... Je dis, vous avez voulu rentrer vite fait dans à la direction, mais les travaux ne sont pas finis. Là, il y a un problème. Et évidemment, sa loi, il a été mis devant le fait accompli. Ça, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu laisser passer ça parce que c'était trop grave, quoi. Et un jour, je suis intervenu. Alors là, je travaillais à la direction des musées de France et je suis intervenu pour 3 personnes qui travaillaient à Versailles, qui travaillaient au C2RMF justement, au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et ces personnes me téléphonent, ils savaient que j'étais responsable syndical, ils me téléphonent, ils me disent voilà Monsieur Palu, nous avons un problème, le responsable
nous faire ça ici et ça. Je demande un rendez-vous au chef de service et le chef de service me reçoit. On y va avec des copains. J'y vais avec un autre copain qui s'appelait Pierre Poirier et on va à Versailles. Et là, alors là, le TSC, qui était responsable à Versailles, je commence à lui dire, je crois que ça va pas être facile notre entrevue. Je dis, il y a quand même quelque chose qui va pas. Je dis, là, faut essayer de m'expliquer ce qui... Alors, bon, je dis, commençons par la première personne. Allez. On a été travailler, il y avait un gars de nuit, il y avait un agent de nuit, il y avait deux personnes qui travaillaient de jour. Et alors, je dis, écoutez, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pour l'agent de nuit, vous ne voulez pas lui donner des repos. Ah, mais il dit, je ne peux pas, il n'y a pas de... J'ai pas assez d'effectifs. Ben, je dis, sortez-moi le cahier. Il y a bien un cahier qui le justifie, ça. Jamais il m'a sorti le cahier. Hein. Jamais il m'a sorti le cahier. Et le TSC, je lui avais dit, je lui ai dit, moi, je ne sortirai pas d'ici tant que cette affaire ne sera pas réglée. C'est clair et net, tant que cette affaire ne sera pas réglée, je ne sortirai pas d'ici. Et le TSC m'a dit, mais comment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais je veux que cette affaire soit réglée aujourd'hui. Vous me réglez ces trois affaires. Parce que j'ai ces trois affaires de trop, et je dis là, mais l'affaire a été arrangée. L'affaire a été arrangée pour les trois personnes. Alors, ça veut dire que la CGT, elle avait quand même un certain poids, et j'avais un certain poids aussi vis-à-vis de la direction du labo à Versailles. Un responsable au Louvre, les femmes, dans leur vestiaire, il y avait des rats. Et il y avait des rats parce qu'elles avaient leurs serviettes hygiéniques qu'elles déposaient là. Et une note de service que ces dames n'utilisent pas de serviettes périodiques. Enfin bon, c'était complètement dément. On a assisté à des choses. Et alors, quand on est monté chez le directeur des musées de France pour régler cette affaire, c'était Landais, il a stoppé l'affaire net tout de suite. Il a dit, bon ben ça va, on arrête. Parce que c'était tellement une connerie monumentale. On avait fait aussi une grève, alors là, c'était pas au niveau de la surveillance, mais c'était au niveau des ouvriers professionnels. Et c'était au musée d'Orsay. Et il y avait Jacques Lang qui devait inaugurer le musée. Et il y avait une exposition. Et nous, on avait réussi à avoir en photocopie des cartons d'invitation. Et les ouvriers professionnels étaient arrivés parce qu'on revendiquait un truc qui était juste, c'était une prime d'exposition qu'il fallait donner à tous les agents qui travaillaient dans les expos. Et Jacques Lang, qui était ministre de la Culture, quand il nous avait arrivé, là, il était un petit peu coincé. C'était Michel Ney qui menait la délégation et ça a été aussi là assez fructueux puisqu'on a obtenu satisfaction. Parmi toutes les grèves de la surveillance, on a fait il y avait une grève il y avait un agent qui a été frappé par un visiteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a été voir le directeur des musées de France. Tout de suite, droit de retrait, musée fermé.
Et là, le directeur des musées de France dit oui, effectivement, c'était un Américain, il avait cassé la gueule un des, un des agents. Et là, ben, tout de suite, le musée le matin était fermé. Hein. Ça, c'est moi qui leur ai dit, mais et le droit de retrait, qu'est-ce que vous en faites? Puisque la circulaire venait de sortir, c'était Anicet Le Port qui l'avait fait. Donc, ben, je dis, cette note, il faut l'appliquer. Le gars, vous le mettez en danger. Il est en danger. Et le gars, il était à l'hôpital et tout. Enfin bon, ça a été assez. Ouais, puis, bon, ben, l'affaire n'a pas eu de suite parce que ben, c'était encore la CGT qui était là. En plus, j'étais membre de la CE de l'USPAC, donc j'avais aussi des réunions de CE à l'USPAC. Et j'étais membre de la. J'ai été élu en CAP, en CTP, en CHS, et j'ai été aussi. Et j'ai fait aussi les écoles syndicales. J'ai fait l'école élémentaire et j'ai fait l'école du syndicat de la CGT Culture. Voilà. Et bon, ça m'a intéressé tout de suite. Et puis en, aussi en comité administratif paritaire aussi pour j'étais représentant du personnel pour les maîtres ouvriers et avant ouvrier professionnel principal puisque et on faisait les commissions médicales et les commissions administratives paritaires pour alors là c'était assez mouvementé aussi parce que bon, ben, avec l'administration, on ne pouvait pas toujours faire ce qu'on voulait. Mais bon, ça aussi, c'était une époque assez incroyable. J'ai bien sûr suivi des luttes euh, au niveau national. J'ai suivi aussi des, des luttes avec euh, l'ancien secrétaire de la CGT, Georges Chegui. J'ai été même un de ses gardes du corps, parce qu'il fallait des gardes du corps pour l'assister. Et donc, j'ai assisté Georges Chegui dans une manifestation. On m'avait demandé, les copains de l'UGFF avaient demandé à des copains de la culture comme j'ai fait aussi les gardes à Montreuil et à l'UGFF aussi. C'était les gardes de nuit, hein, parce c'était pendant des graves événements où on craignait des attentats, contre la CGT, contre l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires. Il fallait ils demandaient à ce que des copains viennent les aider. Hein. On restait toute la nuit à discuter. C'était vraiment assez intéressant. Tout ça, c'est encore une bonne époque. Donc je me rappelle, et j'étais bien sûr plus jeune, hein, puisque maintenant, là, je suis à la retraite depuis. Ben, ça fait 6 ans maintenant. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris beaucoup de choses avec la CGT Culture. Et
Ça aussi, c'est important. J'ai appris par moi-même. J'ai fait l'école élémentaire du syndicat. Hein. J'ai fait l'école aussi avec le syndicat au ministère de la Culture. Et vraiment, j'ai été tout de suite attiré, voire euh, enchanté de ce qui se passait, de ce qui se faisait, parce que les copains, c'est vraiment les copains et les camarades ont été vraiment avec moi très très gentils. Il y a eu toute une solidarité. Je dirais qu'on est au syndicat, et même ici, on est une grande famille. La première personne que j'ai connue, c'était Alfred Piquet au syndicat, et pour moi, il a beaucoup compté parce que il a été vraiment d'une euh, et d'une fermeté euh, avec moi, autant d'une fermeté, mais d'une gentillesse et euh, il a su comment me prendre, m'apprendre ce que c'était que le syndicalisme et tout. Et avec Alfred, j'ai beaucoup appris. Ça a été vraiment des moments passionnants. Et encore maintenant, je le vois à la section des retraités, il est vraiment formidable. Il a encore toute sa tête et il, il fait vraiment. Euh, il est toujours présent et je crois depuis qu'il est parti en retraite, il n'a pas perdu une seule miette du syndicalisme CGT au ministère de la Culture, puisque c'est lui qui a créé le syndicat. Ça, il faut le rappeler aussi. Et bien évidemment, je me rappelle aussi de Louisette Blanchon. Comment ne pas oublier Louisette Blanchon, une des aussi fondatrices du syndicat avec Alfred, qui travaillait à la Réunion des musées nationaux. Et Louisette, elle m'a connu, ben, j'étais gamin, j'avais 21 ans hein, quand je suis rentré au Louvre. Hein. Et donc, elle m'a connu à 21 ans et tout, tout, tout gamin, mais bien encore bien dans ma tête et surtout avec Louisette et Alfred et tous les copains. Je, je dois dire, j'ai beaucoup appris. Puis, puis Louisette, elle a son franc-parler. Là, elle parle quand elle parle de la RMN, elle sait aussi ce qu'elle dit. C'est vraiment osé. C'est une ancienne militante. Et je crois qu'on ne peut pas oublier Louisette. Comme Françoise Bosman, pareil. Françoise Bosman aussi, moi je l'ai connue, et comme secrétaire adjointe, et comme secrétaire du syndicat CGT Culture. Françoise Bosman, pareil, elle m'a connu en 68 aussi, Françoise. Et c'était pareil, c'était vraiment la fille aussi très qui savait ce qu'elle faisait. Puis au niveau négociation, avec avec le sous-directeur des musées de France, elle a bien su mener sa barque. Et Françoise, c'est dommage qu'on n'ait plus de nouvelles d'elle. Voilà. Et quant à Georges, alors c'est un garçon formidable, c'est vraiment quelqu'un d'une culture un peu con- conservateur d'archives. Georges qui se permet de dire un- au directeur du Louvre, ah, le directeur du Louvre qui lui dit, Monsieur Mouradian, hein,
vous vous rappelez quand je vous faisais sauter sur mes genoux? Et Georges lui dit, oui, justement, monsieur le directeur, je suis venu pour pas que ça recommence. Et ça, Georges, il avait la réplique avec ses directeurs, avec Landais, qui avait fait aussi l'école des chartes comme lui. Et, et Georges étant jeune conservateur, avec Landais, c'était assez... Il savait exactement comment il fallait orienter la discussion. Et ça, Landais, il s'en souvient bien. Évidemment, après Jean, bah, Jean-Marc Calon, bien sûr, lui, toujours très Jean-Marc, et puis j'oublie aussi Vincent Blouet, qui est quand même quelqu'un qu'il ne faut pas oublier non plus, qui est aussi à l'UGFF maintenant. Mais Jean-Marc Canon, aussi dans les négociations, il a su, avec la direction, avec le ministère, obtenir des choses que... Il était dans toutes les... Georges aussi était sur le terrain. J'ai connu André Franqui, qui travaillait avec moi à l'atelier d'encadrement, jusqu'à... Après, il est parti donc à la permanence. Ben maintenant, malheureusement, ça fait 30 ans qu'il est... Ça va faire 30 ans l'année prochaine qu'il ne sera plus de ce monde. On va régulièrement sur sa tombe en Corse, parce que André, c'était quelqu'un vraiment de formidable. C'était vraiment quelqu'un de... Je peux parler... c'est vraiment plus qu'un ami. Marc Petit, j'ai connu Marc Petit, Marc Pipeau, et puis ainsi de suite. Nicolas Mocco, après, bon, Didier Allem, et maintenant Valérie Renaud, quoi. J'ai connu tout ce monde-là. Ben évidemment, tous les copains qui ont, comme je disais tout à l'heure, tous les copains qui ont disparu, moi, il y a des copains dont je me rappelle bien, Paul Vincent, qui était au monument historique, qui était un vieux copain quand il racontait ses histoires. C'était au congrès d'Aubervilliers, voilà. On me rappelle, avec Paul. Polo, on l'appelait. Ah. Puis qui me disait comme ça, mais je rigole pas comme ça, toi, le petit c'est un menuisier. Et Paul Vincent, c'était vraiment mon copain. Il y avait lui, il y avait des DMH, Paul Lemoine, il y avait tous ces copains-là que j'ai. Enfin, Paul Vincent, je sais qu'il est décédé, mais Paul Lemoine, plus de nouvelles. Il y a beaucoup de copains sur lesquels on n'a pas de nouvelles. C'est bien dommage d'ailleurs. Ben, remarque Catherine Lefebvre, qui est la secrétaire de la section des retraités. Elle fait un énorme travail là-dessus, parce qu'elle essaye de rechercher un peu tous les copains qui ont disparu, elle a fait un énorme travail, hein, Catherine. Ça, faut bien lui rendre hommage. Tous ses copains, et puis, il y en a tellement d'autres que je ne peux pas citer. Sinon, là, il n'y aurait pas assez de bobines pour, pour dire tout le nom des personnes que j'ai connues. Et... Ah oui, j'ai des souvenirs de congrès. Ben, le premier que j'ai fait, le premier congrès, c'était un des premiers, c'était
à Bobigny, j'ai fait un des... Oui, c'était... Et puis j'en ai fait d'autres avant, à Créteil aussi j'en ai fait ceux de Créteil, ceux de Bobigny, euh, évidemment à Superbès, et là où j'ai fait les tours de magie. Et pour un soir, pour la soirée fraternelle, faire des tours de magie où les copains d'ailleurs ont bien rigolé. C'était sympa. Il y avait une bonne ambiance. Et puis un copain qui un jour m'a dit tiens, je fais de la magie et tout. Et elle a dit est-ce que ça te plairait de travailler avec moi et puis c'est venu comme ça. Oh, c'était un copain qui est d'abord que je vois plus maintenant parce que moi j'ai volé aussi mes propres ailes, quoi, disons. Et on faisait un peu on faisait du, on faisait du close-up, puis surtout des grandes illusions. Mais les grandes illusions, il faut être à plusieurs quoi, pour les faire. Donc c'est tout un matériel, c'est tout un investissement que malheureusement je ne peux pas me permettre d'avoir parce que ça coûte horriblement cher. Ah ben, moi, je fais plutôt ce qu'on appelle du close-up, c'est-à-dire en tour un peu de tour de cartes, des tours de passe-passe avec des objets. C'est vraiment très limité parce que bon ben après il y a les grandes illusions et ça va, ça va très vite en investissement. J'ai présenté l'apparition de la baguette magique. J'avais fait aussi euh, c'était justement pour Nicolas Mocco, parce que Nicolas euh, aimait bien la magie et il m'avait demandé de faire on m'avait demandé de faire des tours de magie et il y avait des tours de foulard, il y avait des disparitions d'objets, tours de cartes. Je faisais choisir une carte à personne, puis je posais le jeu au milieu et je tournais autour du jeu et je dis voilà, je vous ai fait un tour de cartes. C'était un peu des trucs à la Garcimore, quoi, voilà. D'abord, je vais m'adresser quand même aux personnes qui sont non syndiquées, de se syndiquer à la CGT, parce que c'est quand même la meilleure organisation syndicale qu'on a à l'heure actuelle, qui défend vraiment l'intérêt des personnels, qui est à l'écoute des personnels, qui est euh, pour tout ce qui est revendication, c'est le top niveau, parce que les autres syndicats, on ne les voit pas souvent sur le terrain. Mais la CGT et la CGT Culture, elle a été toujours à l'avant-garde du combat. Et j'espère que ça le restera.